Il est 9h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Louis Dauphren, je vous laisse la place, je vous laisse le micro pour le débat du jour. Eh bien écoutez, on vous retrouve volontiers, Pierre-Hugues Dubois, à partir de demain, 6h30, c'est ça ? Exactement. Et puis on va faire une petite escapade à Annecy. Eh vous bien, l'avez dit oui. déjà ? Non, pas encore, mais on peut en parler tout à fait. Bah oui, vendredi écoutez, matin, matinale depuis Annecy. On va aller voir les montagnes et je sais qu'elles vous sont chères. Ah oui, on va se baigner dans le lac aussi. Je ne sais pas si la météo sera avec nous, mais on l'espère en tout cas. Les bons débats, Louis. C'est mieux que de se baigner dans la Seine. Hein. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et ce débat, vous pouvez y participer grâce à deux adresses, direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Où que vous soyez en France, en Belgique ou même ailleurs, hein, dans le monde entier, vous pouvez nous écouter bien sûr également sur Internet. Je précise que les réseaux sociaux, les YouTube également, hein, sont des outils qui sont à votre disposition pour y participer. Comme je le dis chaque matin, les messages parfois arrivent un petit peu tard pour que l'on puisse en faire valoir, les faire valoir auprès de nos deux débatteurs que je vais présenter dans un instant. On aura grosso modo 3 sujets ce matin. L'Assemblée plénière des évêques la semaine prochaine, l'organisation de l'Église est-elle encore adaptée ? On parlera du divorce avec l'Algérie, ça serait suicidaire, nous dit Monseigneur Vesco. Qu'en pensent nos débatteurs, on va le voir. Et puis on parlera de la CEDH qui défend le droit au retour des personnes expulsées. Ça, c'est un petit point de droit au niveau européen qui concerne aussi la polémique sur le narcotrafic et les OQTF. Voilà quelque peu le menu. Mais d'abord, on va parler de l'affaire judiciaire de la mort du petit Émile, ou plutôt en marge de cette affaire, parce qu'on ne confond pas les sujets. Vous avez entendu parler du fait qu'un prêtre dominicain, Claude Gilliot, se serait donné la mort le 15 mars à l'âge de 85 ans. Le diocèse d'Aix et Arles a démenti la chose. Le frère Gilliot était lié à l'affaire d'Émile dans la mesure où il avait baptisé le petit Émile. En tout cas, le diocèse d'Aix et Arles a démenti la chose dans un communiqué en écrivant qu'à ce jour, aucune information officielle ne remet en cause le caractère naturel de la mort du père Gilliot. D'autres éléments sont en notre possession. Nous les avons recueillis avec Étienne Pépin. Bonjour Étienne. Bonjour Louis, bonjour à tous. Et on va les partager ce matin quand même. Oui, tout à fait. Intrigué par cette affaire et bouleversé évidemment par le caractère sordide de cette histoire, nous avons voulu comprendre ce qui s'était passé et évidemment la véracité des faits. Nous avons contacté le diocèse d'Aix, nous avons contacté également la communauté des dominicains pour essayer de comprendre un peu ce qu'il s'était passé. Il semble vraisemblable désormais que ce père Gilliot, dont on dit qu'il s'est suicidé, en fait ne s'est pas donné la mort. Il serait décédé jusqu'à preuve du contraire des suites d'une maladie pour lesquelles il était vraiment traité. Il prenait des médicaments et voilà, il a été retrouvé mort donc le 15 mars dernier. Ses obsèques ont eu lieu le 24 mars, c'est-à-dire lundi, et c'est vrai que la coïncidence des dates trouble et choque aussi le grand public, mais il semble vraisemblable de pouvoir dire qu'il ne s'agit pas d'un suicide, et c'est vrai que les informations, Louis, vont parfois un peu vite et les supputations avec. Et ce sont nos confrères de Paris Match qui avaient, dans un article, émis cette idée. C'est une hypothèse qui a été émise du fait que le père Gilliot est parti, est décédé après avoir laissé une lettre adressée à sa sœur, lui disant combien il l'aimait, combien il avait de l'affection pour elle et son mari. Une lettre comme ça qui laissait peut-être supposer un suicide, mais il n'en est pas fait mention dans cette lettre. Et le père Gilliot donc a été inhumé dans l'Essonne, en région parisienne, lundi dernier. Et on peut estimer aujourd'hui qu'Étienne, on aura peut-être d'autres éléments à faire partager au fil de chercher des informations. Cela concerne évidemment un prêtre de l'Église catholique. Cela bouleverse évidemment l'actualité et cette affaire absolument sordide. Nous ne sommes pas habitués à traiter les faits divers. C'est pas du tout une marque de fabrique sur RCF et Radio Notre-Dame. Cependant, cette affaire touche évidemment un clerc et il nous semblait important de chercher à comprendre ce qui s'était passé. À ce titre-là, nous avons essayé d'enquêter avec les moyens qui sont les nôtres auprès des communautés concernées du diocèse et des dominicains. Et donc le diocèse d'Aix et Arles le dit donc dans un communiqué qui n'a pas eu forcément beaucoup d'écho, et c'est aussi pour ça que nous en parlons ce matin, qu'à ce jour, aucune information officielle ne remet en cause le caractère naturel de la mort du père Gilliot. Le diocèse d'Aix qui me fait part aussi de son inquiétude quant à la possibilité d'un amalgame sur la disparition du père Gilliot, me disant s'inquiéter de la récupération dans un contexte compliqué aussi pour l'Église de la disparition
disparition de ce prêtre. Donc pour le diocèse d'Aix, je le rappelle, il ne s'agit pas d'un suicide, justement, pour l'instant en tout cas, que pour l'instant la thèse du diocèse, c'est que c'est un décès naturel et que cela n'a rien à voir ni avec l'affaire du petit Émile, ni avec d'autres affaires qui pourraient sortir malencontreusement avec une possibilité d'amalgame dans les prochains jours. Merci Étienne Pépin, rédacteur en chef à RCF Radio Notre-Dame. Éric Delège, comment Aletheia? Bonjour Éric. Bonjour Louis. Je ne vous ai pas présenté, vous êtes rédacteur en chef d'Aletheia, puis je présente également Samuel Giboski qui est avec nous et avec lequel vous allez débattre, qui est entrepreneur social, cofondateur du mouvement Coexister, qui dirige aussi CityCoop, coopérative de tiers-lieux écologiques et solidaires. Bonjour Samuel. Bonjour. Éric, vous avec Aletheia, comment ce type d'affaires, comment la traitez-vous? Étienne l'a presque relevé. Effectivement, Aletheia ne se spécialise pas dans les faits divers, mais effectivement assure une veille, des vérifications sur toutes les informations qui peuvent circuler autour de ce fait divers qui intéresse beaucoup les Français et plus particulièrement les catholiques, puisque c'est un environnement manifestement qui leur parle. Mais on observe la même prudence que celle dont vous faites preuve ce matin sur les informations, les très nombreuses informations, et j'ai même envie de dire les spéculations qui circulent autour de la famille du petit Émile. La garde à vue des grands-parents et de deux oncles et tantes d'Émile a été prolongée aujourd'hui. Nous, on observe, on laisse d'abord les enquêteurs en fait ouvrir des portes, enfermer d'autres. Un mystère plane toujours là-dessus. Ce qui est certain, c'est que la mort de ce petit garçon touche beaucoup. Et nous, sur Aletheia, on préfère aussi s'intéresser à tout l'élan de prière et de solidarité en fait avec le sort de ce petit enfant. C'est une vie enlevée voilà, nous on le traite de cette façon-là. Voilà. Samuel Giboski. On va en reparler avec la CEDH. Moi, je fais confiance à la justice. Donc, attendons la suite de la procédure. Voilà, on s'est efforcé de distinguer un petit peu les dossiers ce matin, en tout cas le dossier du prêtre Claude Gilliot et puis le dossier de l'affaire d'Émile en tant que tel, sur laquelle on aura bien sûr l'occasion de revenir à mesure que d'autres éléments nous parviendront. Le premier sujet que je vous propose de traiter touche à l'organisation de l'Église qui n'est plus adaptée à la réalité de notre pays, estime le secrétaire général adjoint de la CEF qui est en charge des affaires économiques, sociales et juridiques, Ambroise Laurent, et qui considère que l'Église doit reconfigurer sa manière d'être dans la société. Il l'a dit à l'occasion d'une tribune publiée dans les pages de La Croix. On y revient ce matin parce que l'Assemblée plénière se tient la semaine prochaine et que donc en amont de ces débats entre les clercs, il était important de pouvoir distinguer quelques priorités et puis de commenter cette phrase sur le fait que l'organisation ne soit plus adaptée à la réalité de notre société, ce qui appelle peut-être à des réflexions sur le regroupement des diocèses, etc. Que la manière d'apprécier la chose, Samuel Giboski. Moi, j'ai trouvé ça hyper positif, cette tribune, déjà du fait qu'il y ait un débat public sur la question de l'organisation de l'Église et que la Croix fasse confiance à ce type de propos. J'ai trouvé que c'était un signal très enthousiasmant parce que c'est des choses qu'on a peu vues, en tout cas ces dernières années. Moi, j'ai pas de souvenir dans mon adolescence et le début de ma vie adulte d'avoir pu donner mon point de vue comme ça, comme le fait Ambroise, j'ai oublié son nom de famille, pardonnez-moi. Ambroise Laurent. Ambroise Laurent, merci. Sur le fond, j'étais pas totalement d'accord avec lui parce que la préconisation qu'il faisait ressemblait pour moi un peu à une réforme managériale de l'Église, un peu comme si elle était une grande entreprise dont il fallait optimiser les process. Donc c'est-à-dire il valorise notamment le fait de réduire le nombre de commissions. Il est tourné vers la recherche d'efficacité qui, pour moi, n'est pas le principal problème aujourd'hui de l'organisation de l'Église. Là où je le rejoins sur le diagnostic, c'est que dans l'organisation actuelle, pour que l'Église épouse le monde de ce temps, comme elle prétend le faire dans Gaudium et Spes, qui est l'une des constitutions de Vatican II, elle doit davantage impliquer les laïcs, en particulier les femmes. Elle doit renforcer le principe de synodalité comme il en a été question au dernier synode lancé par le Saint-Père. Elle doit réinvestir l'échelon de la paroisse et peut-être des fusions entre paroisses pour que ce soit l'ancrage territorial des paroissiens. Elle doit faire communauté là où les personnes en ont besoin et là où les personnes vivent à l'échelle la plus petite. Et je pense notamment à ce mercredi des cendres qui a beaucoup marqué la France, puisque les églises étaient pleines et on s'envoyait des textos sur des boucles entre amis et camarades qui disions c'est vrai, chez moi aussi, ah chez toi aussi, bah oui moi aussi. Et je pense que cet élan pour le mercredi des cendres qui a surpris
témoigne justement de cet attachement à la proximité géographique. Donc ça veut dire renforcer le principe de subsidiarité, ça veut dire renforcer l'autonomie aussi, qui ne menacera pas l'unité de l'Église. Et toutes ces choses-là doivent être discutées, et le sont déjà. Maintenant, il va falloir mettre en œuvre. Éric Delège. Oui, la question est ouverte. Peut-être qu'il est temps, effectivement, de s'intéresser de près à cette réorganisation. On dit souvent pique-pente de la CEF, de l'organisation des diocèses en France. Oui, peut-être qu'on est à un moment historique pour aller de l'avant, pour au moins se réinterroger sur la façon dont l'Église est organisée. Et ce que disait Samuel, et là je le rejoins, s'adapter en fait à la géographie aujourd'hui des communautés chrétiennes. On peut parler de la taille des diocèses, tout ça est un vieil héritage, mais par le passé, on a connu des réorganisations de diocèses, en tout cas sur la répartition géographique, qui ont pu évoluer en fonction de la vitalité des communautés, de la localisation et de ce que vivait chacune de ces communautés, avec toujours ce souci d'être très proche des communautés catholiques chrétiennes en place. Maintenant, si on regroupe des diocèses, donc il y en a moins, s'il y en a moins, si on mutualise, il y aura forcément des conséquences sur la proximité. Il y aura des conséquences sur la proximité. Moi, je prends juste un exemple qui me fait toujours sourire. On parle d'organisation administrative. Est-ce que vous vous souvenez qu'en Corse, il y avait 6 diocèses ? À une époque, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un, ça suffit largement. Est-ce que Monseigneur Bustillo est moins proche de ses wives, passez-moi cette expression familière? Non, je crois pas. Donc, moi, je crois que ça tient surtout, non pas à une réalité géographique. La réalité géographique d'aujourd'hui, c'est on a calqué des diocèses sur des départements à partir du début du XXe siècle. Comme s'il fallait être à moins d'une journée à cheval de l'évêché. Je crois que là, on pourrait peut-être densifier par endroits où il y a plus de vitalité des diocèses, et puis se résoudre, mais aussi correspondre à une réalité à ce qui est plus de distance géographique. Mais est-ce que cette distance géographique empêche des églises de vivre des choses en particulier? Je ne le crois pas. Voilà. Densifier, ça veut dire qu'on pourrait imaginer 2 diocèses à Paris? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ce sera la conversation à avoir. Je pense que pour que la conversation soit saine, il faudra s'inspirer un peu de ce que l'Union européenne a construit avec les États. De séparer les compétences exclusives, les compétences partagées, les compétences propres, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève de l'Église universelle, qu'est-ce qui relève du diocèse, qu'est-ce qui relève de la paroisse, de permettre à chaque question d'avoir son autonomie dans les deux sens, parce que ça protégera les niveaux, par exemple, de conservatisme qui sont propres aujourd'hui à beaucoup de diocèses africains, mais qui freinent aussi les explorations dont nous nous sentons capables aujourd'hui en Europe et qu'on ne peut pas faire, parce que cette idée de l'unité qui est en fait confondue avec l'uniformité nous maintient dans une rigidité internationale qui nous empêche d'avancer et d'explorer selon les réalités locales, qui est pourtant en fait l'histoire de l'Église et la tradition de l'Église. Qu'est-ce que vous appelleriez de vos voeux, et de manière faisable, évidemment, envisageable, si vous deviez participer justement à ces échanges sur la manière de réorganiser les choses, je ne dis pas la bureaucratie, mais je dirais l'administration de l'Église? Samuel Gibeski, Éric Delège. Éric, qu'est-ce que vous verriez, vous, de faisable et de souhaitable? Une simplification. Un choc de simplification. J'ai déjà entendu ça. Non, plus sérieusement, je n'ai pas d'avis tranché sur la question, mais je relève juste que l'organisation des diocèses aujourd'hui s'appuie sur des réalités qui n'existent plus. Ce sont des structures parfois très lourdes sur des diocèses qui n'en ont plus les moyens, quoi. Et donc peut-être que ça appelle une simplification, une remise en cause, se réinterroger aussi sur les missions qui sont historiquement assignées au diocèse. Voilà. Moi, j'irai aussi sur le diocèse, sur la réorganisation de la gouvernance entre l'évêque et son conseil pastoral avec la place des laïcs. J'irai aussi interroger une spécificité française, c'est que les associations diocésaines dites de droit 1905 sont les seules associations en République dont le président est nommé par une puissance étrangère, à savoir l'évêque, et la puissance étrangère, le Saint-Siège. Et ça, c'est une question aussi dans l'organisation des diocèses. Vous le contestez ? Oui, clairement, parce que c'est une organisation... Est-ce que ça crée un problème ? Oui, ça crée un problème, c'est que ça entraîne chez beaucoup de laïcs un sentiment d'être dépossédés de leur espace de vie communautaire, de concertation, de délibération. Et en fait, ça les éloigne de l'Église de facto. Et donc, je pense que les évêques ont un rôle majeur dans leur vie de pasteur et dans l'organisation de la vie communautaire. Mais ce rôle majeur, pardonnez-moi,
ne se traduit pas forcément par la présidence de l'organisation statutaire qui est l'association diocésaine. Elle pourrait être tenue, organisée par des laïcs qui, en confiance mutuelle avec les évêques, se répartissent les rôles, avec des rôles qui ont chacun et chacune leur importance. C'est une évolution que vous jugeriez souhaitable, Éric Delège ? Peut-être pas de façon aussi radicale que Samuel le propose, parce que Samuel disait tout à l'heure sur le fait que c'est une puissance étrangère qui nomme quelqu'un, ou de rapprocher l'organisation des évêchés de ce qui peut exister en Europe. Moi, à titre personnel, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Pourquoi ? Parce que moi, les évêques ont une vocation particulière, mais pour revenir après sur l'organisation au sein des diocèses, je ne parle pas de la présidence de l'association cultuelle, mais c'est déjà une réalité en fait que les laïcs soient déjà là, parce qu'en fait il n'y a plus de ressources, et donc confier des missions particulières à des laïcs, c'est déjà une réalité, hommes ou femmes, et on le voit bien de plus en plus. On voit qu'il y a aussi de plus en plus de délégués généraux qui assistent l'évêque, qui sont des laïcs et qui ont un rôle important. Maintenant, ce que préconise Samuel, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est que l'évêque n'endosse plus la représentation qui incarne un pouvoir vertical venu du Saint-Siège. Mais aussi dans une société laïque et plurielle religieusement, c'est-à-dire ce qu'on ne tolère pas pour les autres religions, on le tolère pour le christianisme depuis les accords de réconciliation des années 20 entre le Saint-Siège et la République. Donc, je trouve que cette exception, elle crée un malaise. Mais à vrai dire, la question statutaire, elle est marginale. Je pense que même si les laïcs aujourd'hui se sont impliqués, comme vous l'évoquiez à l'instant, il y a une réalité aussi, c'est que beaucoup ont un sentiment de ne pas participer au pouvoir, à la décision. Ils ont un champ de périmètre dans lequel on leur confie une petite mission. Ils doivent dire merci et l'exécuter humblement, et ils ne sont pas dans le processus de l'élaboration des décisions majeures qui concernent la vie du diocèse. Et je ne parle pas encore une fois de tous les sujets. Il y a des sujets dogmatiques, doctrinaires, théologiques sur lesquels les évêques ont la vocation particulière, changeant cette expression, mais ça n'en fait pas un pouvoir exclusif et absolu sur toutes les questions de la vie diocésaine, qui parfois sont des questions très prosaïques sur lesquelles les laïcs pourraient être associés non pas simplement à la réflexion, mais au pouvoir de décider. Votre avis, Éric Delège ? Interroger les missions de l'évêque sur un plan statutaire, c'est ça ce qui est intéressant pour ce que vous dites, Samuel. Mais la mission de l'évêque, elle n'est pas que statutaire. Non, bien sûr. C'est d'abord un pasteur qui est proche. C'est une mission pastorale. Exactement, qui est d'abord proche de ses fidèles. Et c'est marrant comment que le côté statutaire parfois l'emporte, où les faits n'ont pas se perdre, mais ils peuvent être submergés par cette mission statutaire qui est un héritage historique. Alors moi, les remettre plus dans une vocation pastorale, je pense que ce serait un bon signal. Après, de tout mettre par terre sur le côté statutaire, je crois que ça mérite d'être éprouvé, à défaut d'être décrété. En tout cas, vous avez engagé déjà une première réflexion sur le sujet. À voir si, donc, en écho à cette tribune d'Ambroise Laurent dans les pages de la Croix, l'organisation de l'Église n'est plus adaptée à la réalité de notre pays. À voir si donc les débats la semaine prochaine lors de l'Assemblée plénière s'emparent de cette question. On peut présumer que oui. Et puis, si ça se traduira par le regroupement de certains diocèses qui peut-être aussi pour des raisons financières ont besoin de mutualiser certaines énergies comme ils ont déjà commencé à le faire. Je vous propose de marquer une petite pause dans notre débat. On va passer ensuite à un autre sujet. On va aller du côté de l'Algérie et de quelques polémiques. Et si on sortait de l'écran pour se faire une toile, qu'en penses-tu, Tom ? Le noir et blanc, c'est aussi de la couleur. Les vieux films reviennent à la mode et les nouveaux en sont parfois la copie difforme. Comment trouver le chemin ? Car il y en a bien 1, 2, 3 soleils. Écrans étoiles vous apporte la lumière chaque mercredi à 20h, reprise assurée le samedi à 14h. La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes. Quand le ciel se dévoile. Plongée au cœur de la vie de Bernadette Soubirous, cette jeune fille seule contre tous qui a fait entrer Lourdes dans l'histoire. Bernadette de Lourdes, le spectacle musical Phénomène est à vivre au cinéma pour 2 projections seulement, les 24 et 27 avril. Réservation fortement recommandée sur bernadettedelourdesaucinéma.com. Radio Notre-Dame, la suite de notre programme dans un instant.
À 9h30, un point sur l'info avec Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour, la Russie et l'Ukraine ont accepté de cesser les hostilités en mer Noire. L'accord prévoit le rétablissement de la navigation sécurisée et l'interdiction d'utiliser des navires commerciaux pour des objectifs militaires, mais à cette condition du Kremlin que les restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d'engrais russes soient levées. En Turquie, les manifestants ne cessent de descendre dans la rue chaque soir depuis maintenant une semaine. Plus de 1400 personnes ont été arrêtées depuis le début de cette fronde, déclenchée par l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, et principal rival du président Erdogan. Au Brésil, Jair Bolsonaro va savoir s'il est renvoyé en procès pour un présumé projet de coup d'État. L'ex-président risque plus de 40 ans de prison. Il se dit victime de la plus grande persécution politico-judiciaire de l'histoire du Brésil. Révision de position du Rassemblement national, Jordan Bardella et Marion Maréchal sont invités aujourd'hui et demain à Jérusalem. Il s'y tient une conférence internationale sur l'antisémitisme sous l'égide du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Ce déplacement très politique suscite déjà la polémique à cause des positions antisémites et négationnistes d'anciens cadres du parti. Les députés débutent en commission l'examen d'un texte transpartisan modifiant la définition pénale du viol. Le texte prévoit d'intégrer la notion de non-consentement. Il ouvre un débat juridique qui divise tant les juristes que les associations féministes. Abus dans l'Église, près de 1600 victimes de pédocriminalité ont saisi l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, l'INIR, ceci depuis 2022. De nouvelles demandes ont notamment été suscitées par la médiatisation des affaires de l'abbé Pierre et celle de Bétaram. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence d'Éric Delège, rédacteur en chef du site Aletheia, et de Samuel Gibeski, entrepreneur social, directeur général de Citycoop, coopérative de tiers-lieux écologiques et solidaires. On va parler à présent de l'Algérie, en écho également d'ailleurs aux pages du journal La Croix que je citais un instant. C'est le cardinal Vesco, archevêque d'Alger, qui s'exprime en ces termes. Un divorce avec l'Algérie serait suicidaire pour la France. Il a décidé de prendre la parole. Il répond dans une interview aux préoccupations qui sont les siennes. Alors, préoccupations sécuritaires côté français, mais préoccupations davantage situées sur le fond pour l'archevêque d'Alger, qui estime que la relation franco-algérienne est boiteuse, c'est le terme qu'il emploie. Elle boite, et finalement, tant qu'on ne sortira pas de ce pas claudiquant, eh bien, on n'arrivera pas à avancer sur ce terrain des relations entre la France et l'Algérie. Éric Delège. Oui, effectivement, c'est une tribune qui a fait un petit peu de bruit, le positionnement de Monseigneur Vesco. Moi, je relève, il parle de divorce. Trop fort ? Je ne crois pas qu'on soit encore à l'étape du divorce. Ce que certains déjà été mariés, c'est ça. Je ne pousserai pas la métaphore jusque-là. Au regard de l'histoire, non, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un rapport de force qui s'est installé depuis plus d'un an maintenant, qui prend sa source dans une décision prise par Emmanuel Macron, par une décision, par un choix, posé par Emmanuel Macron en juillet 2024 sur le Sahara occidental, qui a braqué le gouvernement algérien. Et depuis, on assiste à une surenchère de part et d'autre, de la légitimer les surenchères venues du gouvernement algérien ou de l'exécutif français. Chacun me semble être dans son rôle, mais ce qui est certain, c'est que les sujets posés sont très sérieux, ceux que résume Monseigneur Vesco dans sa tribune, et ceux que l'exécutif en France n'oppose pas à Monseigneur Vesco, mais oppose au gouvernement algérien. Il y a des sujets qui méritent d'être résolus. La difficulté, c'est que l'histoire est douloureuse et elle continue à l'être. Et personne ne sort de son rôle, justement, parce que peut-être que pour dialoguer, il faut aussi essayer de faire un pas vers l'autre. En tout cas, ce qu'il dit, peut-être précisons-le, c'est que cette crise est sans incidence sur la vie de l'Église en Algérie. Il le dit, elle me touche à titre personnel, donc il ne prend pas la parole parce qu'il serait l'objet de menaces, par exemple. Samuel Gibeski. La nation algérienne est une nation amie de la nation française. Et puis, à titre personnel, je pense que comme beaucoup de Français, j'ai de très nombreux amis algériennes et algériens qui souffrent de cette situation
et de la mise en scène de part et d'autre des deux gouvernements qui font plutôt passer la rancœur et l'arrogance au-dessus des liens d'amitié qui sont très forts dans nos deux populations. Je pense qu'il y a une urgence à faire descendre aujourd'hui la violence des mots de part et d'autre. Et puis il y a une histoire quand même de dissymétrie d'un pays qui en a colonisé un autre. Monseigneur Vesco a raison de le rappeler. Cette histoire de violence, elle ne peut être guérie et pensée que par l'amitié entre nos deux pays, à la fois sur des raisons très matérielles comme le gaz par exemple. 10% du gaz français provient d'Algérie, mais aussi sur d'autres choses plus spirituelles, si je puis dire, de collaboration de part et d'autre de la Méditerranée, d'entraide sur les questions de sécurité, de coopération économique. Et donc tous ces sujets-là doivent plutôt irriguer la réalité de nos relations, et j'oserais dire même de réconciliation, parce que moi ce qui m'a le plus surpris dans le divorce, c'est pas le fait qu'on soit pas encore au divorce, c'est le fait que la France et l'Algérie n'ont pas encore vécu de réconciliation depuis les accords d'Évian en tant qu'État, même si nos nations ont commencé à le faire en tant qu'amis. Et pourtant, on estime qu'il y a des rapports, ou plutôt des relations qui sont favorables à l'Algérie, ou en tout cas aux Algériens, à travers les fameux accords de 68, dont on dit qu'il faudrait les remettre en cause, c'est ce que pensent certains. Donc on peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de relation particulière avec l'Algérie. Il y a une relation particulière. Elle est le début d'un prémisse de réparation après les 132 ans d'occupation illégale du territoire algérien. Mais il y a un travail à continuer dans ce sens pour renforcer ces liens-là. Donc il y a cette relation particulière. Aujourd'hui, encore une fois, moi je renvoie du point de vue des gouvernements le comportement des deux pays dos à dos. C'est-à-dire que certains auraient tendance à ne pointer que l'attitude de notre ministre de l'Intérieur, qui me paraît particulièrement arrogante et irresponsable dans la séquence. Mais il faut dire qu'en face de lui, il a aussi des personnes qui prennent un malin plaisir à faire monter la mayonnaise. Par contre, je valorise et j'insiste sur la réalité des amitiés qui existent entre les citoyennes et citoyens de part et d'autre, et qui préfèrent à ces humiliations et à ces violences-là la réalité de la coopération. Aujourd'hui, c'est ça qui doit irriguer notre action, et je pense que les chrétiens ont, à droite comme à gauche, et j'insiste aussi sur la gauche, qui peut oublier cette dimension-là, le rôle d'être réconciliateur et de travailler sur les liens d'amitié, davantage que sur des seules considérations matérielles de coopération économique. On ne travaille pas assez les liens d'amitié, Éric Delège ? Si, Monseigneur Vesco l'a dit, de toute manière, en Algérie, il n'y a pas beaucoup de catholiques. Tout n'est pas au beau fixe non plus pour les chrétiens d'une façon générale, avec le gouvernement algérien. Mais je pense qu'il faut vraiment mettre à part ce sujet-là, si on parle des relations entre la France et l'Algérie, de la liberté religieuse en Algérie. C'est vraiment deux choses très, très différentes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Samuel quand il insiste sur le fait que des gouvernements peuvent se mettre dos à dos en fait, dans leurs déclarations, dans leur mise en œuvre, que ce soit les accords d'Évian, ceux de 68, ou autres. Moi, ce que je note, c'est que il y a deux choses presque distinctes. Il y a la douleur des Algériens qui sont en France, de ceux qui ont vécu ou qui sont nés en Algérie et qui sont en France, et que cette amitié-là, elle doit être entretenue, parce que quand on partage quelque chose, que ce soit en France ou en Algérie, il faut entretenir des liens d'amitié. Mais là, on parle quand même d'autres sujets sur le sort notamment des OQTF. Voilà. Je reviens sur des personnes expulsables, et à l'origine de crimes ou de délits. La radicalité dont on parle aujourd'hui, elle prend sa source aussi dans un attentat qui fait des morts sur notre sol, et donc. Moi, de mon point de vue, légitimement, ces mises en garde et la réponse graduée dont parle Bruno Retailleau me paraît justifiée. Voilà. Est-ce que c'est la voie de la résolution d'un conflit ? Je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des sujets qui doivent être opposés, en fait, pour y trouver une solution. La fermeté, en fait, n'empêche pas la réconciliation. C'est ça, un petit peu votre thèse.
J'encourage largement l'amitié, la paix, mais il faut aussi qu'il y ait un peu de réciprocité, me semble-t-il, dans ces démarches-là. Samuel Gibusky. Pour moi, la réciprocité, elle commence par le comportement des postes diplomatiques français en Algérie. La réponse du gouvernement algérien sur les OQTF est évidemment une provocation qui, pour la plupart de mes amis algériens d'ailleurs, est perçue comme un enfantillage malheureux. Très clairement, on peut être clair sur ce sujet. Mais en face, la réponse de la France, pour moi, n'est pas proportionnée. Elle est une surenchère aujourd'hui dans la façon d'interroger justement les liens qui nous lient, comme si on était au-dessus de toute critique. Et la première réciprocité, pour moi, qui est importante sur les affects, puisqu'une réconciliation, ça passe aussi par l'abandon justement de ces gestes humiliants. C'est ces témoignages qui arrivent par milliers de la façon dont sont traitées les personnes dans les consulats français qui demandent une autorisation d'arriver sur le territoire européen, un visa Schengen, un titre de séjour, même parfois une autorisation de voyager. Et cette histoire-là, elle est longue. Et donc ça s'inscrit dans un contexte, c'est-à-dire que la façon dont les Algériens ont, et c'est leur faute aujourd'hui en tant que gouvernement, de refuser des OQTF qui n'ont a priori plus rien à faire en France, surtout qu'ils ne sont pas exclusivement français. Donc il n'y a pas de risque de notre point de vue de les rendre apatrides, si je puis dire. Donc c'est une provocation de leur part. Le travail à faire de notre côté, c'est d'être irréprochable sur l'accueil. Ce que nous ne sommes pas, et en particulier en Algérie. C'est-à-dire que les témoignages des candidats et candidates dans les services consulaires aux quatre coins du monde sont quand même très différents. Si vous demandez un visa à Buenos Aires, vous ne serez pas traité de la même manière que si vous le demandez à Constantine ou à Oran. Et c'est un problème. C'est un problème. Un problème, Éric Delège ? Moi, j'ai pas. C'est-à-dire que Samuel Gibusky met en miroir la question des OQTF et la question de la demande des visas de la part des Algériens, et que la sévérité de l'un répond à la sévérité de l'autre. Oui, donc du coup, on est dans une surenchère et c'est pas comme ça qu'on trouve des solutions. La tribune de Monseigneur Vesco, en tous les cas, posait une bonne question. C'était celle de la capacité des uns et des autres pour rester amis ou entretenir leur amitié, de poser à un moment ou à un autre la notion du pardon. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à se pardonner ? Tant de choses. Tant de choses. En tout cas, on serait d'accord sur le pardon. Pardonner quoi, je ne sais pas, mais oui, ça commencerait par là, oui. Parce que la France a quand même manifesté, enfin, la repentance, c'est quelque chose, la mémoire, il y a eu un travail qui a quand même été fait. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Alors, le paradoxe de cette repentance, moi, ça me fait toujours sourire, parce que je me dis, c'est bien, au moins, on pourrait tomber d'accord si seulement c'était le cas, c'est qu'il y a de la part de la droite conservatrice une critique permanente du fait que nous serions repentants à l'égard de cette colonisation. La réalité, c'est que la seule repentance, elle est du fait d'intellectuels ou d'activistes ou de militants de la gauche dans les médias français. Il y a pas, et donc cette repentance-là, elle est une musique qui est insupportable à la droite conservatrice en France, de dire oui, la colonisation était un crime. Mais du point de vue du gouvernement, la seule fois où Emmanuel Macron l'a évoqué, il était candidat. Nous n'avons pas de repentance du point de vue de l'État français aujourd'hui. Le travail de réparation n'a pas eu lieu. Et c'est très différent, la question de l'État. Je repense à Justin Trudeau quand il est devenu Premier ministre, il y a longtemps maintenant, puisqu'il s'en va depuis. Le travail de repentance auprès des Premières Nations canadiennes est un acte, un geste qui a été construit, qui a été matérialisé par une cérémonie, et la France n'a pas fait un dixième de ce travail-là avec l'Algérie. Donc c'est pas parce que nous avons des historiens qui valorisent et qui expliquent la violence avec laquelle un demi-million de personnes sont mortes entre 1830 et 1870 pour coloniser l'Algérie, que l'État français a reconnu cette réalité. La repentance, vous verriez quelque chose de comparable à ce qu'a fait Jacques Chirac en 95, par exemple. Je pensais exactement à ça. À l'instant où vous le disiez, vis-à-vis des citoyens français juifs, cette repentance-là n'a pas existé pour l'Algérie, bien sûr. Éric Delège ? Je pensais également au fameux discours de 95 sur la rafle du Val-d'Hiv. Je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous bottez en touche ? Je botte en touche. Vous dites, c'est peut-être un petit peu tôt. Politiquement, ça ne serait pas forcément facile pour le chef de l'État s'il entreprenait une pareille démarche. Ça nous honorerait. Électoralement. Tout à fait, ça nous honorerait, mais électoralement, il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a encore 5 millions de personnes aujourd'hui en France qui sont de près ou de loin liées à l'Algérie, et pas parce qu'ils viennent d'Algérie, mais c'est parce qu'ils ont fui l'Algérie.
Je ne pense pas que beaucoup de Français aient des amitiés algériennes, nous dit Dominique. Le gouvernement algérien est une dictature et veut s'imposer en France par ses influenceurs et autres. L'Algérie doit devenir un pays avec qui les relations doivent être banalisées, comme avec un autre pays lambda, plus d'accords spécifiques. En fait, ce que nous dit Dominique, c'est que c'est un piège d'entretenir des relations particulières, parce que du coup, ça nous enferme dans une forme de dialectique un petit peu spécifique, justement, alors qu'il faudrait banaliser les choses. Est-ce que c'est votre thèse ? Non, pour moi, après réconciliation, ce serait possible, quand la réconciliation sera pleine et entière. Aujourd'hui, comme l'Algérie a été traitée de manière spécifique pendant 132 ans par la France, il semble naturel que pendant un certain temps, elle soit de nouveau traitée de manière spécifique. Il faut rappeler quand même que la façon dont l'Algérie était un département, ce qui n'était pas le cas ni du Maroc ni de la Tunisie, et la façon dont les résidents algériens n'avaient pas le statut de citoyen français, contrairement justement, et ça a contribué à attiser les tensions et à créer du ressentiment, à certains juifs algériens qui, eux, ont pu l'être avant les musulmans algériens. Et ce statut, justement, d'indigénat a laissé des traces très fortes, très singulières, pour lequel, là, il y a eu un certain nombre de reconnaissances de tort. Mais c'est normal que d'un statut particulier de 132 ans, on passe à un autre statut particulier. L'indépendance de l'Algérie, aujourd'hui, était, je suis pas très bon en maths, mais il y a 80 ans. Moins que ça, j'arrive pas à calculer. 60 ans. 60 ans, 62. Merci, 62, ouais. Heureusement que j'ai dit avant que j'étais pas bon en maths. Donc 60 ans sur 132, on est encore loin. Et je pense que c'est l'horizon. Ce monsieur, pour moi, a raison dans la perspective de dire qu'un jour, on devra relationner avec l'Algérie comme on le fait avec tous nos partenaires et tous nos amis. Mais on n'est pas encore à cette phase de l'histoire. On enchaîne. Allez, un troisième sujet qui est quand même un petit peu lié, parce que on parlait à l'instant des EQTF et finalement la question revient aussi par la porte de la législation européenne. C'est la CEDH qui a contesté la décision de la justice danoise d'expulser un Irakien condamné pour ce trafic de stupéfiants. Ça s'est passé en novembre dernier et elle a fait valoir le droit au retour de cette personne expulsée. Et depuis lors, donc, la Cour refuse de rejuger cette affaire, comme le demandait donc le Danemark, ce qui signifie en fait que, en creux, d'une certaine façon, la CEDH plaide pour un droit au retour des personnes qui ont été expulsées, pour que les personnes qui donc sont expulsées, puissent revenir, qu'on puisse s'assurer qu'elles obtiennent un visa de retour. Vous voyez, c'est un petit peu technique peut-être. D'ailleurs, peut-être allez-vous aussi expliquer, compléter ce dont il s'agit. Mais c'est une décision donc du 17 mars. Qui est quand même importante puisqu'elle se greffe sur la controverse autour des expulsions et d'une manière générale du narcotrafic, etc., du trafic de stupéfiants, qui peut justifier le fait que l'on expulse des personnes de notre pays. Samuel Jebowski, Éric Delège, sur ce que dit la CEDH. Sur ce que dit la CEDH, effectivement, vous l'avez décrit, Louis, c'est une décision un petit peu technique là qui... La semaine dernière, la CEDH a dit non, je ne rejuge pas une affaire que j'ai jugée en novembre, où un ressortissant irakien installé au Danemark, condamné pour trafic de drogue, ne pouvait pas faire valoir son droit à revenir au Danemark après avoir purgé, grosso modo, sa peine, au prétexte qu'il avait développé une vie privée et familiale sur le sol danois. Voilà. Voilà, on est encore toujours surpris, parfois un peu désarçonné, me semble-t-il, par la capacité de la CEDH à créer une jurisprudence qui s'impose aux États européens, qui me paraît être un petit peu hors sol. Voilà. Ça voudrait dire que le Danemark donc serait obligé de reprendre d'une certaine façon cette personne qui a été exclue. Il aurait été expulsé et il faudrait que le Danemark favorise son retour une fois que l'expulsion a eu lieu. Exactement. Une période probatoire, je crois que c'est 12 ans l'espèce. Non, mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été admis, même si on a été expulsé, on devrait être éternellement réadmis sur le sol d'un territoire. Voilà. Je crois qu'on a un nouvel exemple. Ça vous semble? Alors non, on peut en discuter. Moi, je trouvais que le sujet est en soi intéressant parce que d'abord, il pose la question de la souveraineté effectivement des États dans l'Union européenne. Est-ce qu'ils sont libres de cette question, d'aborder cette question migratoire? Alors, il y a des choses déjà qui ont été mutualisées à l'échelle européenne parce qu'on voit bien qu'il y a une question systémique, en particulier pour l'asile et tous les migrants qui sont arrivés depuis 2015. Mais ça pose quand même un certain nombre de questions de savoir qui décide de quoi. On est complètement souverain. Ce sont les pays qui ont créé la CEDH. C'est une organisation
c'est un peu comme si on avait une coopérative de mise en commun de nos moyens. Donc c'est pas une instance qui arrive et qui tombe du ciel. Nous participons de son existence et surtout même de l'écriture du texte fondateur de la CEDH en 1957, qui est complètement inspiré de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de 1948, qui sont 2 textes rédigés par des Français. Donc en plus, en termes de souveraineté, du point de vue de l'histoire française, on peut se sentir plus à l'aise avec la CEDH qu'un citoyen bulgare qui n'a pas de relation directe avec les textes de 48 et de 89. Sur le cas de la CEDH, moi j'ai confiance en elle. Je vais vous dire pourquoi, sur un exemple alternatif. Elle a décidé le contraire sur une autre affaire. Et donc pour moi ça veut dire qu'elle est éclairée quand elle doit prendre une décision. Un ressortissant tchétchène qui était réfugié, donc il avait eu le statut de réfugié en France, c'était pas un migrant économique, a été expulsé en février 2024 de France parce qu'il représentait une menace pour la sûreté de l'État, ce qui veut dire qu'il a été identifié par nos services comme potentiellement participant à la préparation d'une attaque terroriste. Il a été expulsé vers la Russie et il a fait appel en considérant qu'il risquait en Russie la torture et la détention. Et la CEDH a donné raison à la France en considérant de 3 manières que 1, il n'avait pas d'attache privée et familiale en France, de 2, il ne risquait pas la torture et la détention en Russie, et de 3, il représentait vraiment une menace pour la sûreté de l'État. Donc je pense que la CEDH sait avoir une boussole et mettre les valeurs et les principes aux bons endroits, ce dont on a profondément besoin dans cette époque qui part un peu dans tous les sens. Et elle a été capable, dans une situation, de refuser le retour d'un Tchétchène en France qui demandait ce fameux droit au retour parce qu'il avait vécu en France avant, et la CEDH le lui a refusé. Donc cet individu, aujourd'hui, depuis février 2024, est encore en Russie. Donc je ne connais pas l'intimité du dossier dont seul le JDD a traité de l'affaire, et je doute de la rigueur du JDD pour des raisons évidentes dans le travail d'investigation sur cette affaire, mais je pense que si cet homme irakien a été autorisé par la CEDH à demander son retour au Danemark, c'est qu'il y a des raisons de le considérer. En fait, la question de la vie privée, la vie familiale, le fait des attaches, c'est la question de jusqu'à quel point ce critère peut être déterminant. Puisque, évidemment, sur la sûreté de l'État, on imagine bien que c'est un critère absolument... c'est ce critère de la tâche, bien sûr, voilà. Mais c'est aussi la menace pour le pays. Est-ce que cet Irakien au Danemark représente encore, du point de vue de la CEDH, une menace, bien qu'il ait été reconnu coupable de narcotrafic? Et aussi, et c'est un point très important pour des nations qui placent les droits humains au cœur de leur dispositif constituant, est-ce qu'il a une menace pour son intégrité physique en Irak? C'est une autre question à prendre en considération, c'est l'ingrédient des 3. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Tchétchène dont je parlais juste avant a pu rester en Russie malgré sa demande de rentrer en France. Donc on doit considérer ces différents éléments et jauger. Et je pense que le travail qui consiste à dire de saper la confiance dans des institutions comme la CEDH participe à créer un climat de peur et de défiance et donne le sentiment que l'Union européenne serait une réalité qui vient d'en haut et qui aurait trop de pouvoir. Et c'est faux. D'ailleurs, sur le vient d'en haut, je voudrais juste faire une rapide digression sur ce qui se passe en Israël avec ce congrès sur l'antisémitisme et la présence de Jordan Bardella. Quand même, c'est important de rappeler une réalité que la CNCDH et la Fondation Jean Jaurès ont remis en avant. 34% des électeurs d'extrême droite pensent que les Juifs ont trop de pouvoir dans notre pays. C'est la réalité aujourd'hui de l'extrême droite. Aucun autre espace politique n'a un résultat aussi important. LFI, on a mesuré ? Oui, bien sûr. On est entre 10 et 15% comme l'ensemble des forces politiques. C'est le double à l'extrême droite. Ça veut dire que la réalité, justement, de croire qu'il y a des forces occultes qui viennent d'en haut est encore aujourd'hui le fait de l'extrême droite française. C'est indéniable, même si leurs dirigeants font le contraire. Et donc moi, je pense qu'à première vue, ça ne les sert pas. Oui, probablement, mais en tout cas, c'est la réalité de leur électorat. Aujourd'hui, l'idée qui serait de dire des forces occultes nous empêchent d'exercer notre souveraineté, je pense, est dangereuse et relativement irresponsable. Et donc, si je reviens à notre précédent sujet, moi, je réitère ma confiance dans la CEDH qui, je pense, fait un travail d'enquête extrêmement rigoureux et dans lequel nous devons faire confiance. Et en tout cas, avec des jurisprudences qui sont donc différentes selon les cas, parce que ça, c'est un point tout à fait important. Tout à fait. Éric Delège. Deux choses. Bon, la CEDH n'est pas liée à l'Union européenne. C'est vraiment une institution parallèle. Ça, c'est juste pour, oui, c'est bien sûr. Pour le rappeler. Mais elle est perçue comme étant dans ce par les gens comme ce magma au-dessus de la France. Non, mais elle rassemble beaucoup plus d'États que l'Union européenne. Et voilà. Et en fait, le vrai sujet, c'est que sa jurisprudence peut s'imposer, s'impose, aux États qui ont signé ces accords-là. Et moi, je distinguerais deux choses dans ce que vous venez de dire, Samuel. Il y a effectivement, et heureusement, la CEDH
juge sur le fond. Mais comme sa jurisprudence s'impose, même si elle est capable de nuances dans ses décisions, et vous l'avez bien relevé, entre la différence entre quelqu'un qui pourrait être condamné pour un acte de terrorisme et d'un autre pour du narcotrafic, la sûreté de l'État n'est pas du même ordre, semble-t-il. Moi, ce que je retiens, c'est que voilà, elle peut juger au fond, mais le plus souvent, et cette décision, en tous les cas celle dont on parle à propos de ce ressortissant irakien, va aussi s'imposer à l'avenir aux juridictions françaises. Voilà. Et donc du coup, elle fait acte de jurisprudence. Je ne parle même pas du fond. C'est cette décision sur le sort de quelqu'un qui est expulsable et qui est expulsé et sa capacité à revenir interroge évidemment la souveraineté de chacun des États en dehors de l'affaire au fond. Voilà. Mais c'est intéressant parce la que... question, je vous dis que le Danemark a participé à la création de la CEDH, il est souverain dans ce dispositif. Oui. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous relevez aussi, c'est que on retrouve là encore, et c'est vraiment d'actualité en France, hein, la différence entre les personnes condamnés pour actes de terrorisme et de ceux du narcotrafic. Il y a la loi dont on parle aujourd'hui sur le narcotrafic qui doit être votée a priori en fin de semaine, qui rejoint sur certains points ce qu'on applique aux personnes soupçonnées de terrorisme pour le narcotrafic. Je pense notamment aux gardes à vue, au fait qu'ils soient isolés, voilà, bref. Mais parce qu'il y a aussi une autre réalité, c'est que si on a un narcotrafiquant, on a d'autres manières de le punir et de l'empêcher d'agir que de l'exclure. C'est aussi une solution de faciliter. Chaque État doit aussi assumer les conséquences de sa législation. Et c'est la solution de facilité que de renvoyer à l'envoyeur, si je puis dire. Donc si la personne n'est pas en danger, comme ce Tchétchène, et que les raisons s'y imposent, il faudra le faire. Mais si c'est pas le cas, il y a un système de détention, il y a un système de probation, il y a un système d'insertion qui doit être développé et renforcé pour que les narcotrafiquants soient quand même tenus pour responsables de leurs actes. Parce qu'attention, la CEDH ne dit pas il doit en Danemark être absolument libre de faire ce qu'il veut. Et il dit une fois qu'il est chez vous au Danemark, il est quand même sous l'autorité de votre propre législation et vous avez le droit de l'incarcérer s'il est coupable. Elle dit juste il a le droit de demander à revenir dans un pays où il a noué vie privée. Oui, alors c'est justement c'est cette question-là sur laquelle vous n'avez pas franchement répondu d'une certaine façon. C'est-à-dire, ça peut surprendre l'opinion qu'on puisse obliger un État à reprendre quelqu'un qu'il a exclu. Qu'il a expulsé, c'est pour des raisons que ce soit du terrorisme ou du narcotrafic, d'ailleurs, pour une raison que la justice, en tout cas de l'État, a pu juger légitime. Ça ne me choque pas. Je ne dis pas que c'est choquant, je dis que les personnes ne peuvent pas comprendre. Non, mais dans ce cas, pour moi, ce qu'il faut expliquer très simplement, c'est que la CEDH ne dit pas au Danemark, reprenez cette personne en liberté. Elle dit, vous devez le reprendre, mais vous avez le droit de le juger pour de nouveaux faits ou pour des faits sur lesquels il n'a pas été jugé. Et donc, vous avez aussi le droit de l'incarcérer, vous avez le droit de lui infliger une amende, mais elle dit juste que le fait d'expulser quelqu'un d'un territoire, contrevient à une liberté fondamentale qui est d'avoir attache, vie privée, relations, et d'être protégé du point de vue de ses relations. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, même un détenu a le droit, c'est une liberté fondamentale pour laquelle Simone Veil, par exemple, la ministre, s'est beaucoup engagée, d'être visitée par ses proches. C'est une liberté. Donc, est-ce qu'on protège cette dignité humaine comme un absolu, y compris pour les personnes qu'on considère comme nos adversaires? On parlait tout à l'heure des chrétiens. Pour moi, c'est encore un rôle des chrétiens, dans une période qui perd une boussole, de rappeler que même nos pires ennemis ont le droit à cette dignité fondamentale. Et la CEDH ne dit pas au Danemark, vous devez le garder libre. Elle dit, il doit pouvoir revenir sur le territoire danois, quitte à être jugé de nouveau pour de nouvelles affaires. Éric Delège, un dernier point là-dessus. Très rapide. Très rapide. Non. La dignité. Bon, écoutez, on va considérer que le débat. La dignité. Non, mais c'est vrai que je vous piège un petit peu parce que là, on doit se quitter dans quelques secondes. Donc, je vous ai un petit peu. Non, excusez-moi. Non, mais je rejoins Samuel sur la question de la dignité. Voilà. Mais il faut bien comprendre quand même que ce type de décision est difficile à comprendre quand même. C'est sûr. C'est pour ça qu'on essayait de l'expliquer ce matin. Et merci d'y avoir contribué tous les deux. Éric Delège, rédacteur en chef du site Aletheia, et Samuel Gibowski, entrepreneur social. Merci à tous les deux et je vous dis à une prochaine fois pour un autre débat du jour entre 9h et 10h auquel vous êtes fidèles. Excellente matinée à l'écoute de nos antennes. Merci.